Bonjour à tous. Alors, après votre première partie de votre introduction à l'électronique de puissance, après votre chapitre 2 sur les rappels de mathématiques, votre chapitre 3 sur les interrupteurs semi-conducteurs, il me paraissait important de faire avec vous une petite synthèse de tout ce qu'on vous avait donné comme information. Alors dans le chapitre 1, on vous a appris, je suis censé vous avoir appris normalement le vocabulaire. Qu'est-ce qu'était un hacheur, qu'est-ce qu'était un onduleur, qu'est-ce qu'était un gradateur, qu'est-ce qu'était un redresseur. Dans ce chapitre 1, dans cette première partie, je vous ai aussi appris quels étaient les objectifs finaux de l'électronique de puissance. Quels étaient les modes de fonctionnement qu'on utilisait. Pourquoi, effectivement, on essayait de faire de la conversion et quels étaient les objectifs sur des objectifs de rendement, de fonctionnement, etc. Bon, je vous ai donné plein de petites informations. Dans le chapitre 2, je vous ai donné des informations concernant les mathématiques. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand vous allez devoir dimensionner une structure d'électronique de puissance, votre objectif sera de pouvoir écrire mathématiquement les équations et essayer de résoudre, de trouver une solution aux équations que vous avez. Parce que vous allez devoir connaître une grandeur de courant, une grandeur de tension, un courant dans un moteur, une tension sur une pile, une batterie ou ce genre de choses. Et effectivement, ça va vous donner un certain nombre d'informations et vous permettre de savoir si vous avez dimensionné correctement ou pas la structure que vous avez mis en place. Dans le chapitre numéro 3, je vous ai appris normalement l'ensemble des nouveaux composants que vous allez utiliser ici. Alors vous connaissiez normalement les sources de tension, les sources de courant, donc ça c'était facile. Vous connaissiez les condensateurs, les bobines, les résistants, donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans le chapitre 3, je vous ai introduit de nouveaux composants. C'est effectivement tout ce qui vous permet et tout ce qui fait de l'électronique de puissance sa force, c'est tous les domaines des interrupteurs semi-conducteurs. Interrupteur semi-commandé, la diode, interrupteur entièrement commandé, semi-commandé la diode, je dis une bêtise, interrupteur non commandé la diode, semi-commandé le thyristor, entièrement commandé le transistor. Donc effectivement, tout ça ce sont des interrupteurs que vous allez utiliser pour transférer de l'énergie d'une entrée vers une sortie, d'une source de tension, de courant, bref d'une source de puissance, vers un mode de fonctionnement que vous allez avoir, parce que vous devez déplacer un objet, vous devez alimenter votre téléphone portable, votre Xbox, vous devez alimenter un avion, bref, vous devez effectuer un transfert d'énergie. Donc, je vous ai donné plein d'informations, mais on s'aperçoit avec le temps que parfois vous avez quelques difficultés à agréger toutes ces infos. Donc, le but de cette petite vidéo, c'est d'essayer de vous aider à mettre ensemble toutes les informations que je vous ai données jusqu'à maintenant pour vous essayer de vous aider à résoudre toutes les questions qu'on pourrait vous poser en travaux dirigés ou en examen. Alors je vais prendre deux exemples. Voilà un exemple de travaux dirigés que je pose, que vous êtes en train de voir, vous allez voir avec M. Kalmikov. C'est un redresseur triphasé. C'est ce que j'appelle l'exemple brutal, c'est-à-dire qu'on vous donne en gros assez peu d'informations électriques, excepté des grandeurs, la valeur de la tension de la source, la vitesse de rotation du moteur, la puissance du moteur, le courant qui transite dans le moteur et quelques paramètres électriques. Et puis on vous dit, démerdez-vous avec ces informations-là, calculez la valeur moyenne U de C et la force électromotrice du moteur pour le courant nominal. Alors en théorie, avec tout ce que je vous ai donné, vous êtes capable de répondre à cette question-là. Mais c'est ce que j'appelle l'exemple brutal. Ça va nécessiter de votre part d'agréger l'ensemble des informations de la fabrication du circuit, donc chapitre 1, et éventuellement d'autres chapitres dont vous pourriez avoir besoin pour résoudre cette question. Donc pour fabriquer un schéma électrique, et une fois que vous avez fabriqué ce schéma électrique, il faut y mettre des composants à l'intérieur, puisque une fois que vous avez fait la fonctionnalité, vous allez avoir effectivement le schéma au sens composante de votre terme, quels interrupteurs vous allez mettre, sous quelles contraintes, sous quel mode de fonctionnement, etc. Puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut faire les mises en équation pour pouvoir répondre à calculer la valeur moyenne U de C et la force électromotrice du moteur pour le courant nominal. Bon voilà, ça c'est un exemple, méthode un peu brutale. Donc c'est vrai que si je vous le laisse comme ça, et j'ai peur que vous ayez quelques légères difficultés pour essayer de résoudre la question. Alors, je suis parfois un petit peu plus doux comme personne, donc parfois il m'arrive effectivement, c'est un autre exemple ici d'un examen, j'ai dû donner, je ne sais plus en quelle année, parfois je donne le schéma électrique, donc vous voyez c'est un schéma électrique avec un certain nombre de composants, de sources et de charges. Puis je vous aide un petit peu. Alors la question finale qui représente celle que vous avez tout à l'heure, c'est la 3.1.4. Calculer l'expression de la tension moyenne de sortie en conduction continue en fonction de phi et de la tension simple des générateurs triphasés.
Mais avant, je suis un pouillin plus gentil. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de les guider. Je vous dis, donnez la forme d'onde de la tension de sortie si on utilise un angle de retard à l'amorçage phi de 30 degrés, donnez les états des interrupteurs en fonction de la tension de sortie et représentez les schémas partiels de fonctionnement du montage. Donc je suis très minimaliste, mais je donne quelques petites pistes pour vous essayer de vous aider à résoudre et à me donner la valeur de mon expression de ma tension moyenne dans mon circuit. Voilà. Donc ce que je vais essayer de vous donner, c'est effectivement la méthodologie. Donc la méthodologie, en vérité, elle est assez simple. La méthodologie, elle se fait en 10 étapes. D'accord? Alors, ce que je vous donne là, c'est ce que j'appelle la méthode bulldozer. C'est-à-dire que si vous pouvez l'appliquer, quel que soit le schéma électrique que vous ayez en place. Pour tous les domaines de l'électronique de puissance, vous appliquez ces règles-là, ces étapes-là, dans cet ordre-là, et uniquement dans cet ordre-là. Et à partir de ça, vous pourrez résoudre effectivement la valeur du courant ou de la tension que je vous ai demandé tout à l'heure. Vous allez trouver le résultat. Alors, ça sous-entend quand même que vous êtes en mesure de faire des calculs corrects. Voilà. Mais si on omet ce léger point de détail, normalement, vous allez trouver tout le résultat. Alors, les étapes, il y en a 10, c'est ce que je vous disais. Étape numéro 1, identification des entrées-sorties. Où se trouvent les entrées-sorties dans votre circuit? Si on revient sur un des schémas électriques qu'il y avait juste avant, j'avais a priori 3 entrées et une sortie. Je vais reprendre cet exemple-là. Essayez de garder-le en mémoire. Ou notez-le sur une feuille de papier, parce que j'imagine que vous êtes venu avec des feuilles de papier pour noter toutes les informations que je vous donne. Regardez, j'ai 3 sources. On vous parle de calculer l'expression de la tension moyenne de sortie en conduction continue en fonction de phi. Donc ça veut dire que c'est la valeur U moteur que je vais avoir ici qui vous est demandée. Si on vous demande où se trouve l'entrée et la sortie, les entrées sont ici, vous en avez 3. Et la sortie se trouve ici, au niveau de votre moteur. Donc il y en a une. Identification des interrupteurs, c'est là où intervient votre chapitre 3. Votre chapitre 3, oui, c'est ça. Dans ce schéma électrique, où se trouvent les interrupteurs? Alors, bonne nouvelle pour vous, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le schéma électrique de Thyristor. J'ai a priori, dans ce schéma électrique-là, 6 interrupteurs. Alors, identification des différents états possibles. Donc la question c'est de savoir à partir des interrupteurs que vous avez et en fonction du câblage électrique, combien d'états possibles vous pouvez avoir à l'intérieur de votre circuit. Alors si on part du postulat de base que votre interrupteur possède 2 états, un état off, c'est-à-dire votre interrupteur est en position ouverte, et un état on, votre interrupteur est en mode conduction, c'est-à-dire en mode fermé, vu que j'ai dans mon circuit 6 interrupteurs, ça signifie que comme j'ai 2 états par interrupteur, j'ai donc potentiellement 2 puissance 6 états différents de fonctionnement pour ce schéma électrique-là. C'est-à-dire celui-là peut être en position on, la totalité des autres en position off. Celui-là peut être en position on, off et tous les autres en position off. Puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis avec toutes les combinaisons possibles et inimaginables que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre circuit. Donc c'est-à-dire que ce petit schéma qui paraît très simple, si je l'observe attentivement, effectivement, il devient beaucoup plus complexe. Étape suivante, identification des différents états possibles. C'est fait. Simplification des états, simplification des états, oui, effectivement, est-ce qu'il y a des états qui vous paraissent possibles ou pas? C'est-à-dire, si vous avez 2 interrupteurs qui sont en marche en même temps ou pas en même temps, est-ce que ça peut provoquer un problème physique électrique à un moment ou à un autre? Donc, est-ce que c'est réellement possible ou est-ce que c'est pas réellement possible? Est-ce que si vous avez, par exemple, j'invente totalement, mais l'interrupteur 1 et l'interrupteur 4 en marche en même temps, est-ce que ça, c'est un état physiquement possible? Si on regarde attentivement, ça signifie donc que ma source qui se trouve ici, je fais un potentiel je court-circuite, on va dire, quasiment la structure de ma source. Ça paraît étrange, à titre personnel. Est-ce que c'est possible? Bref, en gros, étape numéro 4, simplifier les états, c'est-à-dire à partir des 2 puissance 6 états que vous avez ici, faut en éliminer un maximum, mais ne gardez que les états qui sont potentiellement utilisables. Ensuite, ce qu'on va vous demander, c'est d'organiser temporellement les états, c'est-à-dire de dire, si j'ai par exemple 3 états, 1, 2 et 3,
Ben, est-ce que j'ai l'état 1, puis le 2, puis le 3, ou est-ce que j'ai l'état 1, puis le 3, puis le 2, et ensuite je fais 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ou est-ce que j'ai une autre organisation temporelle de mes états? Je vous rappelle qu'en électronique de puissance, on parle d'une succession d'états transitoires pour faire fonctionner votre circuit. Donc voilà, comment vous l'organisez? Une fois que vous avez fait ça, ben, schéma électrique équivalent. Pour chacun des états que vous avez gardés, que vous avez organisés temporellement, ben, vous allez faire un schéma électrique. C'est-à-dire que l'interrupteur est en position off, c'est censé être un circuit ouvert. L'interrupteur est en position fermée. Normalement, si je suis un garçon gentil, je considère que l'interrupteur est parfait. À ce moment-là, c'est un court-circuit. Donc ça veut dire que le schéma électrique qui est présenté ici, ben voilà, certains interrupteurs vont être en position ouverte, certains en position fermée, et ça va vous représenter à un moment ou à un autre une structuration et une interconnexion des différents éléments entre eux. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez le schéma électrique, vous faites la mise en équation. Et si vous avez des équations différentielles, on est bien d'accord, vous retrouvez un 8, 9 et 10, ce que je vous ai dit dans le chapitre 2, c'est-à-dire, normalement, vos différentes équations sont des équations différentielles, et vous allez les résoudre. Donc, résolution de l'équation sans second membre, détermination de la solution particulière, détermination du ou des constantes d'intégration. Alors, le point numéro 10, en général, est lié spécifiquement et directement avec le point 5. C'est-à-dire, en fonction de l'organisation temporelle des états, pour chaque état, temporellement, vous allez avoir une équation différentielle différente. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous allez y associer les différentes constantes d'intégration. Alors, on va prendre deux exemples et vous allez résoudre et vous allez répondre aux différentes questions sur deux des exemples qui vous sont proposés. Un simple et un compliqué. Le simple, c'est un pont redresseur double alternance, donc classique. 4 diodes, une résistance. Et à vous de résoudre les différentes structures et à vous de répondre aux différentes questions, les 10 points que je vous ai donnés. Autre possibilité, autre schéma électrique, la version compliquée, une alimentation flyback. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus complexe qu'une structure telle qu'on vous les apprend habituellement. Donc ça, c'est l'alimentation que vous pouvez éventuellement retrouver dans votre téléphone portable ou dans différents systèmes que vous avez à la maison. Ben, voilà la structure. Il va falloir répondre à toutes les questions si on vous demande un certain nombre d'infos. Alors, on va essayer de faire le numéro 1 assez rapidement. Tout de même, je vais vous donner les questions. À vous de répondre sur le quiz pour les différentes interrogations. Dans ce schéma électrique, on va essayer de calculer la grandeur ICH et VCH. D'accord? Donc je vous ai donné quelques petites questions à résoudre. Question numéro 1. Où sont les entrées-sorties? Ça devrait être faisable. Le schéma est facile et on cherche ICH et VCH. Donc normalement, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Question numéro 2. Facile, elle arrive. Alors, normalement, il faut trouver les interrupteurs. Combien vous avez d'interrupteurs dans ce circuit-là? Et une fois que vous avez vos interrupteurs, combien vous avez d'états par interrupteur? Ce sont des... J'ai failli le dire. Et une fois que vous avez fait ça, effectivement, combien d'états de fonctionnement existent sur ce schéma électrique? Voilà un certain nombre de questions, de réponses, pardon. À vous de choisir la bonne valeur. Une fois que vous avez fait ça, combien d'états de fonctionnement existent réellement? C'est-à-dire sur l'ensemble de ceux que vous avez trouvés, vous éliminez ceux que vous ne pourrez pas utiliser réellement. Et la question est, parmi l'ensemble des solutions que je vous propose, donnez-moi la bonne valeur. Ensuite, question suivante. Une fois que vous avez fait ça, alors on va supposer que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, je ne sais pas combien d'états. Ces états sont nommés A, B, C, D, E, F, G, H, donc en gros avec des lettres. Et alors je vous pose la question, voilà, organisez temporellement vos états de fonctionnement, c'est-à-dire, ben voilà, en fonction de la source du système que vous avez, quelle est la structure temporelle que vous allez envisager pour les différents états. Question suivante, j'ai essayé de faire un début de dessin. Dessiner pour chacun des états le schéma électrique. Il est magnifique mon dessin, je sens que je l'aime. Bon voilà, à vous de me faire pour chacun des différents états. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, donc vous pouvez effacer, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vous fais confiance
pour trouver et faire les bons trucs à l'intérieur du système. Vous pouvez mettre du texte. Éclatez-vous. On vous demande de faire un dessin électrique. Hein, voilà, je dis ça comme ça, quoi. Question suivante. Pour chaque état, donnez les équations de fonctionnement. C'est-à-dire que vous m'avez fait le schéma électrique sur la question précédente. Mais voilà, je veux que vous, pour chaque état que vous m'avez donné, vous me fournissiez directement l'équation électrique que vous devez résoudre. Je vous rappelle que la question d'origine, c'est calculer ICH et VCH. Voilà. Ça, c'est fait pour le premier. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas de structure de bobine ou de condensateur à l'intérieur. Ça signifie qu'a priori, toutes mes équations, je vous donne l'information maintenant, ce sont des équations non différentielles. Elles sont donc a priori des équations assez faciles à résoudre. Donc du coup, les points 10, 9 et 8, vous savez normalement pas à les résoudre. Si vous n'avez pas d'équations différentielles. Vous pouvez mettre des équadifs, mais je ne suis pas sûr que je vous donne des points. Alors ensuite, l'élément suivant, c'est ça, c'est l'alimentation flyback. Donc on va faire exactement la même chose. Là, l'idée, c'est d'essayer de calculer le VS que vous avez sur votre charge. Sachant que votre secteur, il est ici. Alors là, c'est un schéma qui est quand même un pouillème plus compliqué. Il est assez rare qu'on le donne sous cette forme-là. En général, on vous le décompose en petits blocs. Alors, et les blocs sont respectivement la partie réseau qui se trouve ici. Ça, on vous le donne à part. Ensuite, en général, quand on est assez sympa, on vous donne la structure que je suis en train de vous dessiner, c'est-à-dire le condensateur, le bobinage primaire, le transistor et la moitié de l'optocoupleur que vous avez ici. Donc ça, en général, ça vous fait un deuxième schéma électrique. Et ensuite, le troisième schéma électrique, c'est tous les éléments qui restent. Le U2, la diode, la capacité, le point diviseur de tension que j'ai en sortie, la charge et là-haut, enfin la structure que vous avez de commande de rétroaction à l'intérieur de mon circuit. Donc effectivement, c'est vrai que c'est assez rare qu'on vous le donne directement comme ça. On a tendance à vous le décomposer en 3 petits blocs. Sauf que les 3 petits blocs sont interconnectés les uns aux autres. Et donc en général, on vous demande quand même les informations. Donc là, la question c'est de trouver VS dans mon circuit. Donc on va refaire exactement les mêmes interrogations que vous aviez tout à l'heure. Quelles sont les entrées-sorties? Donc là, je vous demande de me réfléchir en fonction des 3. Alors, en fonction des 3 blocs ou de la solution que je viens de vous proposer. C'est-à-dire ou le schéma direct complet, qui est là. Voire éventuellement 3 blocs, alimentation depuis le secteur, ensuite la partie primaire et ensuite la partie secondaire de votre circuit. Donc je rappelle, alimentation secteur, c'est-à-dire la source, les 4 diodes et éventuellement le condensateur. Le condensateur sert d'élément de lien entre ce premier bloc et le bloc du circuit primaire, c'est-à-dire condensateur, bobinage primaire, transistor et un bout de l'optocoupleur. Et ensuite un circuit secondaire, sortie du transformateur, diode, capacité, point diviseur de tension et votre charge. Donc voilà. En gros, où sont les entrées-sorties pour l'ensemble des 4 petits systèmes que je viens de vous proposer. Une fois que vous avez fait ça, la question est, comme tout à l'heure, c'est gris, mais ça devrait arriver. Combien d'états, alors où sont vos interrupteurs? Une fois que vous avez les interrupteurs, combien d'états par interrupteur vous avez? Et surtout, combien d'états de fonctionnement existent sur ce circuit-là? Alors, le circuit en petit bloc ou donc en petit bloc réseau, circuit primaire, circuit secondaire et le général. Donc là, il y a plusieurs réponses à fournir à l'intérieur de la solution. D'accord? Donc, le circuit primaire, le circuit secondaire, le circuit secteur et l'alimentation flyback complète. Et une fois que vous avez fait ça, combien d'états de fonctionnement existent réellement? Question. Ça va être compliqué. Mais à vous de voir, vous devriez trouver. Même avec ce schéma-là. Question suivante. C'est la même que tout à l'heure. Vous avez organisé vos états. Dans quel ordre vous les mettez en marche? Alors, avantage de la structure, c'est qu'en général, si on vous a décomposé l'alimentation flyback en 3 blocs, le secteur, le circuit primaire, le circuit secondaire, ça veut dire qu'on peut envisager potentiellement de les considérer comme presque indépendants les uns par rapport aux autres. Presque. On est bien d'accord. En tout cas, pour vous, on les considérera éventuellement comme indépendants. Et même cause, même effet, dessiner les différents schémas électriques correspondant à vos états. Bon, faites des petits dessins quand même. Petits. Et une fois que vous avez fait ça,
La question est, pour chaque état, donner les équations de fonctionnement. Eh oui, ça se complexifie. Et voilà, j'ai tout terminé, vous savez tout et vous avez les méthodes de fonctionnement. Donc maintenant, on est bien d'accord, vous avez tout noté sur une feuille de papier, vous savez tout faire, vous êtes officiellement prêt pour utiliser tout ce que je viens de vous dire dans tous les TD, dans tous les examens. Appliquez ma méthode bulldozer et vous êtes sûr d'arriver au résultat. Quand vous aurez un petit peu d'expérience, quand vous en aurez fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un peu plus à l'intérieur du système, on est bien d'accord, ma méthode bulldozer, vous pourrez éventuellement la simplifier, sauter quelques étapes, etc. Mais gardez-les toujours en tête. Ça pourrait peut-être vous sauver la vie pendant l'examen, le contrôle continu, voire éventuellement les petites questions que je pourrais vous poser à un moment ou à un autre. Voilà, et maintenant on va attaquer le prochain chapitre, c'est-à-dire la fin du chapitre 1.